Bien, bonjour à tous et bienvenue. Je vous propose, on a une vidéo à vous présenter qui dure une petite dizaine de minutes avant. On va peut-être la passer tout de suite. Ensuite, on se présentera et on attaquera les questions de l'atelier. Voilà. Bonjour, je suis Emery Jacquilla, entrepreneur, président directeur général de la CAMIF. Et la CAMIF, c'est un acteur engagé sur la consommation responsable et la production locale, pionnier de l'entreprise à mission en France. Je dirige également l'association de la communauté des entreprises à mission. CAMIF s'est engagé dans l'entreprise à mission et a commencé par mettre en place la cellulose. La cellulose, c'est la cellule à l'objet social étendu parce qu'on s'est appuyé sur les travaux de chercheurs qui avaient théorisé sur la société à objet social étendu. Et la cellulose, ça a été un peu l'embryon de notre comité de mission. Comité de mission composé des parties prenantes de l'entreprise avec une mission, c'est de juger et d'élaborer des préconisations pour rendre l'entreprise plus contributive au regard de ses objectifs de mission, au regard de la mission qu'elle s'est fixée, et puis tous les ans émettre un rapport de mission. Les évolutions, c'est de continuer à enrichir la gouvernance avec davantage de parties prenantes représentées dans le comité de mission. Aujourd'hui, on a des représentants des fournisseurs, des actionnaires, des collaborateurs. On souhaite enrichir la cellulose avec des experts des sujets qui sont les nôtres. Nos objectifs de mission, par exemple, sur faire de l'économie circulaire notre standard, donc d'avoir un expert de l'économie circulaire, proposer les meilleurs produits possibles pour la santé, d'avoir un expert de la santé pour la pollution de l'air intérieur, par exemple. Et en continuant à enrichir le comité de mission avec également des représentants des clients. Donc on cherche une voie. Quand vous avez 500 000 clients, c'est pas simple de faire rentrer les clients dans la gouvernance de l'entreprise. Il existe plein de modèles, autant de modèles de gouvernance qu'il existe d'entreprises parce qu'il n'y a pas de modèle en soi. Chaque entreprise doit définir une organisation et une gouvernance qui lui est propre, qui lui est singulière en fonction de son histoire, de ses valeurs, de sa culture. Une entreprise à mission, par exemple, va se doter d'un comité de mission. C'est une façon pour l'entreprise d'oxygéner sa gouvernance en intégrant les parties prenantes et en ayant un organe de gouvernance vraiment entièrement dédié à la bonne exécution de la mission. Le plus grand risque est de ne pas en prendre et ensuite l'autre risque, je dirais, principal, c'est de prendre le temps, de ne pas se précipiter parce que c'est un chemin qui est long. Devenir entreprise à mission, ça peut prendre 2-3 ans et de ne pas lâcher parce qu'il y a parfois des injonctions contradictoires entre le court terme et le long terme, entre le profit et l'impact. Et en fait, avec le temps, on arrive à réconcilier tout ça, performance économique et performance sociale et environnementale. Donc du courage, de la persévérance et puis de l'audace. Voilà, écoutez, je vais me présenter rapidement et après je demander à chaque intervenant de se présenter et on attaquera ensuite les questions. Donc je suis Hervé Delannoy, directeur juridique de Rallye et conseiller aux affaires juridiques de Casino, le groupe Casino. Je suis également rapporteur à l'AFEC, qui est l'Association française d'études de la concurrence. Et j'étais président de l'Association française des juristes d'entreprise. Alors pour cet atelier ici, il y a eu quelques défections liées à la situation actuelle. Donc Madame Chantal Cordier-Vasseur ne peut pas venir, et je crois que Hervé nous expliquera. Et puis nous avons également Franck Roard qui est en cas contact, ne peut pas venir non plus. Également pour Chantal. Également pour Chantal, d'accord. Donc je vais commencer par vous pour que vous laissez vous présenter. Bonjour tout le monde, donc Olivier Roubin, je suis responsable des alliances et de l'écosystème IRM pour Integrated Risk Management chez Smart Global Governance. Hervé Castelnau, je suis associé au cabinet d'avocats La Tournerie Wolfram, en charge des questions de corporate governance, tant sous l'aspect, que nous traitons au cabinet tant sous l'aspect prévention et conseil en amont que sous l'angle contentieux que représentait Chantal, mais dont on pourra parler le cas échéant également. Bonjour à tous, je suis Anne Pieux-Dabzac, donc je suis ici en qualité de secrétaire générale de l'AMRAE. L'AMRAE, c'est l'Association pour le management et les assurances des risques dans l'entreprise. Et donc je représente les risques managers. Risk manager, je pense que vous connaissez le métier. Traditionnellement, c'est la personne qui avait en charge la gestion des assurances. Et puis, au fur et à mesure, le métier s'est étendu à tous les risques
auxquelles l'entreprise est confrontée, ce qui en fait un métier absolument passionnant parce qu'on est appelé à voir énormément de choses. Merci. Alors, peut-être pour démarrer, on va faire un point sur la situation actuelle des administrateurs dans les conseils, les obligations et un peu la situation dans laquelle elle se trouve suite aux différentes évolutions qu'il y a pu y avoir dans différents domaines. Je pensais commencer par Hervé pour avoir un point de vue juridique également sur ces questions. Oui, très bien. Je crois que, on va parler de bien des choses, mais il y a les responsabilités traditionnelles que je pense ici tous autour vous dans cette salle, vous connaissez bien, les responsabilités de l'administrateur qui s'articulent autour de 3 pôles: la faute de gestion, la violation des statuts ou la violation des règles applicables aux sociétés plus généralement. Ça, ce sont les responsabilités traditionnelles. Et celles que l'on traitera peut-être plus particulièrement aujourd'hui, ce sont les nouvelles responsabilités. Ces nouvelles responsabilités issues de l'évolution du monde de l'entreprise, de l'évolution notamment vers le rôle sociétal de l'entreprise que symbolise parfaitement Emery Jacqueya, et des engagements RSE pris par les entreprises ou qui s'imposent à elles. Et dans ce cadre-là, je crois qu'il est bon de distinguer, je dirais, les engagements, tout ce qui tourne autour de la RSE, qui est imposé par la loi, à savoir essentiellement le plan de vigilance et la modification récente à l'issue de la loi Pacte de l'article 1833, qui impose aux administrateurs ou plus généralement aux dirigeants de l'entreprise de prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux qui s'attachent à leurs décisions. Et donc, il y a un certain nombre de nouvelles dispositions qui imposent la prise en compte de ces enjeux. Et puis, il y a un autre aspect sur lequel, je pense, c'est un des aspects les plus intéressants pour nous, juristes. Je crois qu'il y a beaucoup de juristes dans la salle, sans oublier ceux qui accompagnent, et notamment sous l'angle IT, mais les engagements facultatifs ou volontaires. Et dans ces engagements facultatifs ou volontaires, les engagements facultatifs ou volontaires, il y en a qui sont encadrés par la loi, comme par exemple celui qui consiste à se doter d'une raison d'être ou d'adopter le statut de société à mission. Ça induit un certain nombre de responsabilités potentielles dont on parlera. Et puis, il y a des engagements purement, je dirais, facultatifs, qui sont, par exemple, sur son site, prendre un certain nombre d'engagements RSE dans tel domaine, de se fixer des objectifs, alors que personne ne vous l'a demandé. Et ceci n'est encadré par rien. C'est certes facultatif et volontaire, mais c'est pas encadré par la loi, comme ça l'est pour l'adoption d'une raison d'être ou l'adoption du statut de société à mission. On verra peut-être un peu plus tard ce que ça induit comme potentielle responsabilité, mais je ne veux pas monopoliser en ce début de séance la parole. Oui, Anne, comment voyez-vous la situation actuelle et les points particuliers qui sont issus justement de toutes ces, à la fois des textes obligatoires et non obligatoires? Oui, alors je fais écho à ce qui vient d'être dit. Je dirais qu'il y a la partie possible sanction juridique, mais quand on apprécie un risque, on va voir ses conséquences en termes juridiques éventuellement, en termes d'impact financier. Et puis là, on va beaucoup parler aujourd'hui, j'imagine, d'impact réputationnel. Et à partir du moment où une entreprise ou ses représentants s'engagent sur un certain nombre d'objectifs, ne pas les atteindre l'expose à la sanction finalement du tribunal de la réputation, si je puis dire. Et là, on s'aperçoit que c'est extrêmement important et que ces enjeux, enfin on le voit tous les jours dans la presse ou dans les médias, ces enjeux deviennent absolument majeurs. Et c'est pour ça que les administrateurs doivent absolument avoir le bon degré d'information sur ces sujets-là. Et je dirais au-delà des sanctions, l'administrateur, il est là pour définir ou valider la stratégie. Et donc, il a aussi une obligation de performance. Et le fait d'avoir une bonne vision ou visibilité de l'exposition de l'entreprise à ce type de risque, c'est aussi finalement un gage de performance.
parce que pour entreprendre, ce qui a été dit en introduction, hein, on prend des risques, mais on les prend en connaissance de cause d'une part, et on les prend en prenant les bons risques, si je puis dire, et en couvrant ou en écartant les mauvais, dans la mesure du possible, bien sûr. Et donc, c'est ça, la performance aussi. Donc, au-delà d'avoir peur d'une sanction, je dirais que c'est en plus extrêmement vertueux parce que ça permet d'être performant et d'avoir une croissance responsable. Ça fait partie du métier de l'administrateur, en fait. Daniel, quel est votre constat sur le marché, présentement le risque pour les administrateurs et les conseils? Daniel, c'était mon papa, moi c'est Olivier. Pas de problème. Donc en fait, pareil, en écho à ce qui vient d'être dit, avec les réglementations modernes et partout où on regarde à l'international, en fait, il y a deux mots-clés à se mettre en tête. La traçabilité, on en parlait là à l'instant, et le accountability, le rendre compte en fait. Depuis Enron, si il faut prendre le jour 0, l'année 1, depuis Enron en 2001, la plupart des solutions qu'on vous propose pour gérer les risques, accompagner les équipes pour gérer les risques, c'était des outils justement spécialisés. Vous avez vu, il y a un outil qui vous permet de gérer tout ce qui est privacy, données personnelles, il y a un outil qui vous permet de gérer tout ce qui est risque tiers, un outil anti-corruption, un outil pour les cadeaux, les invitations, etc. Qui s'était fait écho aussi de l'organisation des entreprises où on fonctionne en silo. Il y a l'assurance et les risques qui ont leur outil, il y a la direction de l'éducation d'outils, compliance question d'outils, etc. Avec l'évolution de la technologie et surtout des réglementations, on attend des organisations une approche transverse et globale des risques. Et on se rend compte aussi, finalement, il devient impossible de mettre tel ou tel risque dans des cases. On prend le risque tiers. Il y a un outil qui s'appelle TPRM, donc Third Party Risk Management, gestion des risques tiers. On va regarder, vous avez des prestataires qui vous proposent de screener les données tiers sur la base de données. On a tous connu comme Thomson Reuters, Refinitiv, Dow Jones, etc. Il y a des prestataires qui partent de ces données-là pour les screener avec aussi des faux positifs. Au-delà de ça, le risque tiers, c'est aussi, vous allez aller voir votre outil qui vous s'occupe des données personnelles, vous allez envoyer des questionnaires à vos fournisseurs et aux tiers, et donc là aussi, il y a un risque tiers. On regarde la partie ESG, et là aussi, il y a des risques tiers, aller voir si les fournisseurs respectent vos données, etc. Les outils technologiques permettent aujourd'hui d'accompagner les décideurs, d'accompagner donc le conseil d'administration et aussi les dirigeants pour avoir cette vision transverse en temps réel, de les tracer, parce qu'il y a une superposition de règles, il y a une superposition de normes. En préparant aujourd'hui, on avait un point, on n'est même pas content d'avoir cette superposition de réglementation, de lois, de normes qui viennent de l'extérieur. En plus, on s'en impose en interne. Et aussi, pour compléter ce qu'on a dit tout à l'heure, je prends un exemple, on annonce qu'en 2030, on aura 0% d'émissions CO2. On n'a rien demandé. On s'y engage. On s'engage vis-à-vis des administrateurs, vis-à-vis des actionnaires, on s'engage vis-à-vis du marché. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Si on se contente d'avoir un outil, c'est un outil. On dit, tiens, on va le faire. Si on a une approche de solution intégrée, on va accompagner l'entreprise à tracer en fait son engagement. Avec des alertes, quand on commence à dévier, attention, on va vous ramener, on va coordonner ça avec des recommandations des autorités de contrôle. Si je prends l'application pour Safin 2, par exemple, on identifie des risques dans la cartographie des risques, ensuite on les priorise et ensuite on met en place des recommandations qui viennent de l'AFA, française anticorruption, et là-dessus on va jusqu'à l'aide à la décision. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Quand on parle de gestion des risques dans une organisation, donc humaine par définition, il faut distinguer l'intelligence augmentée de l'intelligence artificielle. La technologie doit aller jusqu'à l'aide à la décision, à l'automatisation, parce qu'on gagne du temps. Les volumes de données qui sont au cœur des risques aujourd'hui, avant c'était des gigabytes, aujourd'hui c'est des terabytes, demain ce sera encore un autre terme que je ne connais pas, je n'ai pas fait la terme grec. Et donc tout ça, en fait, on va optimiser
la gestion de tous ces dégâts mobiles. On va aussi réduire le risque d'erreur. Quand on était sur la base de tableur Excel, on envoyait des questionnaires à nos équipes métiers pour remettre en place nos process. On envoie des questionnaires aux tiers pour s'assurer qu'ils respectent le RGPD, qu'ils respectent nos engagements environnementaux, RSE, etc. Le temps qu'on les récupère, le temps qu'on les relance, le temps qu'ils complètent exactement, ils répondent exactement aux questions qu'on leur a posées, le temps qu'on compile tout ça, le temps qu'on traite tout ça, etc., c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie et c'est beaucoup d'argent. Et on sait aujourd'hui, dans les organisations, dans la plupart en tout cas, c'est compliqué d'avoir une direction compliance, une gouvernance qui soit suffisamment étoffée, avec un budget pour recruter, sans parler des budgets pour s'outiller, pour s'aider. Donc, à partir du moment où on peut aider à optimiser le temps et la gestion, éviter les risques d'erreur, optimiser tout ça, on va permettre de faire des économies, on va penser en ROI, retour sur investissement, et donc on va peut-être pouvoir enfin proposer, au lieu d'être vu comme des centres de coûts, eh bien des centres aussi d'économie, voire de complétude de valeur. Il y a une punchline qui est souvent utilisée, qui est de dire si vous pensez que la compliance est trop chère, essayez la non-compliance en fait. Et quand on regarde, en général, 1 euro dépensé pour gérer les risques et la compliance dans les organisations, ça permet d'en économiser 3 en cas de sanctions plus globales. Donc, la technologie, c'est bien là pour faciliter le quotidien, pour que le board, le conseil d'administration et les décideurs aient une vue en temps réel et une vue globale et transverse de leurs risques. On va les interfacer, on va les faire interagir. En termes d'optimisation aussi, on se rend compte qu'il y a des points de contrôle dans les réglementations qui peuvent être communs. Si on prend Sapin 2 et le règlement européen RGPD, par exemple, 12% des points de contrôle sont communs. Donc là aussi, il y a des gains de temps et d'efficacité à avoir. Juste réagir sur le travail en silo. Je pense que les risques managers, ni les juristes d'ailleurs, ni les compliance officers ne travaillent en silo. C'est l'inverse en fait. Ils ont vraiment vocation à regarder l'entièreté des sujets et à travailler de concert. C'était un constat, une organisation en silo, mais bien entendu, ça va être transverse. La compliance, si on prend le développement durable, à la base, il y avait une division spéciale, etc. Aujourd'hui, le développement durable, il est au niveau transverse. Il paraît que la compliance, ce sera pareil dans quelques années. À voir. Non, mais c'est vraiment... dans nombre d'entreprises. Hein. C'est déjà le cas dans nombre d'entreprises. C'est déjà le cas, mais je crois qu'on en parlait, Anne, vous êtes probablement aux prises avec des entreprises qui, elles, sont très avancées sur le sujet et peut-être ne le sont peut-être pas autant que celles qui sont vos interlocuteurs habituels. Et je pense qu'effectivement, alors moi j'ai l'âge que j'ai, mais c'est vrai que dans l'histoire, ce que tu dis, Olivier, est tout à fait exact. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même beaucoup de travail comme ça en silo. Il en reste encore beaucoup de symptômes, si je puis dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, s'il y a une évolution majeure, c'est que cette transversalité qui existe déjà dans des entreprises assez avancées, il faut, je pense, elle est absolument indispensable. Je vois qu'il y a beaucoup de directeurs juridiques dans la salle. Je crois qu'aujourd'hui, c'est indispensable, c'est-à-dire qu'elle est, on le disait tout à l'heure, je pense qu'on peut être parfaitement, on peut avoir parfaitement raison en droit sur un sujet de RSE et être déjà mort en termes réputationnels ou en termes économiques. Donc, si le directeur juridique n'anticipe pas ça, si toutes les parties prenantes au sein de l'entreprise sur ces sujets, risk manager, compliance officer et autres, ne sont pas dans l'anticipation sur ces sujets, tout ça ne sert plus à grand-chose. Donc la transversalité est probablement le maître mot, absolument. Et, par rapport à la mise en place de tout ça, je crois qu'il y a 3 mots-clés à avoir en tête. Le premier, en fait, la technologie, elle est au milieu du process, en fait. Elle est là pour vraiment faciliter les choses, être plus optimiser le temps passé et gagner en qualité, éviter les risques d'erreur. Ça ne va pas vous empêcher, en amont, d'aller effectivement dépersonnaliser le sujet et d'aller voir les experts, les consultants, les avocats. En amont, il faut absolument avoir une cartographie des risques complètement adaptée aux organisations. Quand je parle des risques, c'est l'ensemble des risques, bien entendu. Parce que vous avez beau avoir l'outil le plus performant du monde, le plus adapté du monde, si vous partez sur une base, sur une photo de risque qui n'est pas complète, qui est fausse, ce sera bancal et si vous avez un contrôle de la part d'un de ces 4, ce n'est pas pardonné pour autant. Donc, premièrement, la cartographie des risques à la base, elle doit être complète. Et on vous suggère, on ne saurait plus trop vous suggérer, de vous faire accompagner par un cabinet d'avocat ou par un expert pour partir là-dessus, pour dépersonnaliser ça.
Le deuxième point, et pour revenir avec Hervé, c'est qu'on a tendance à sous-estimer l'importance de la formation. Quand je parle de formation, c'est pas un e-learning par an et on est tranquille, on coche la case et à l'audit de fin d'année on est tranquille. Non. C'est une formation vraiment en profondeur. Déjà, il va falloir former le conseil d'administration et le patron, parce que ça vient de là, vous ne l'avez pas, avant de former les employés. Sur le sujet de formation aussi, il y a une étude qui a été faite où finalement, dans la plupart des organisations, vous allez avoir 10% des gens qui ne seront jamais vraiment conformes, et bon, c'est pas là-dessus qu'on va s'embêter. Il y en a 20% qui sont conformes. Alors, il n'y a pas de problème, vous allez les former de toute façon. 70% de vos équipes. C'est là-dessus qu'il faut concentrer votre effort de formation. Et là, vous allez avoir une base saine, et si vous jardinez un peu, c'est mon cas, vous allez avoir une base saine pour mettre en culture et porter les gaps. Troisième terme, c'est la communication. Plus de 60% aujourd'hui des process pour vous aider à être conforme en gouvernance ou en compliance sont des échecs, faute de communication interne adaptée, faute de communication externe adaptée également. On parlait tout à l'heure des fournisseurs, des clients et du marché. Donc ça aussi, c'est des éléments à bien voir. Oui, enfin, la transversalité, c'est effectivement très important. Ça dépend aussi de la façon dont c'est perçu. Alors, on a vocation à parler de toutes les sortes d'entreprises, les entreprises cotées, les petites, les grandes. Mais si c'est perçu comme une contrainte qui doit être juste gérée par une personne ou un petit groupe qui s'en occupe pour dire de faire le minimum, c'est sûr qu'on n'aura pas la transversalité et on n'aura pas non plus le partage des risques. Alors peut-être maintenant, on peut évoquer les moyens qui sont proposés pour gérer ces risques au sein des conseils. Je recommencerai encore une fois par Hervé, peut-être après par Olivier. Alors sur les moyens, moi je voudrais revenir sur ce sujet qui me tient à cœur, encore une fois pour une entreprise peut-être moins mature que d'autres, mais qui est que vraiment sur ces engagements RSE volontaires, hein, je pointe je dirais le doigt là-dessus parce que je pense qu'on est aujourd'hui, on a bien identifié le risque réputationnel. Je pense que d'un point de vue juridique, les entreprises n'ont pas encore complètement cerné. Ça pouvait être également, j'allais dire, dévastateur ou en tout cas très engageant au niveau des dirigeants exécutifs, mais aussi potentiellement, parce que la loi ne fait pas la différence, voilà, en tout cas sous l'angle du code de commerce pur, entre les exécutifs et les non-exécutifs. Et de ce fait, je pense que la meilleure protection que l'on peut avoir, parce que les responsabilités, elles découlent de choses assez simples finalement, c'est-à-dire que si vous prenez un engagement RSE du type plus d'émissions à horizon de 5 ans, ben, qu'est-ce qui se passe si ça, réputationnellement, si ça ne se passe pas, ben, c'est très embêtant, mais juridiquement, il y a potentiellement un aspect déceptif pour vos clients. Il y a des investissements qui ont été faits par vos concurrents qui n'ont pas été faits, donc ils vont vous attaquer en concurrence déloyale. Ça s'est déjà vu sur les petites jurisprudences qu'on voit émerger en termes de RSE, c'est effectivement la concurrence déloyale, celui qui se conforme, qui dépense, qui investit, et celui qui ne le fait pas, mais pourtant qui le dit sur son site internet, voyez-vous. Donc, je dirais que, pour revenir à votre question, la meilleure protection, c'est, j'allais dire, de faire ce qu'on dit, ou plutôt de ne pas afficher des choses que l'on ne fera pas. C'est la première qui est un peu enfoncer une porte ouverte, mais qui est absolument indispensable et qui, croyez-moi, dans ce qu'on voit autour de nous, n'est pas du tout appliquée de façon très générale. Je laisse la parole pour d'autres. Alors, de faire ce qu'on dit complètement, et puis d'essayer d'imaginer ce qui pourrait nous empêcher de faire ce qu'on avait dit qu'on allait faire. Ah oui, et c'est ça l'approche par les risques, en fait. On se situe par rapport aux objectifs stratégiques, c'est-à-dire qu'une entreprise a des objectifs, voilà, dont cela. Et le rôle de cette démarche, après, il y a ou pas un risque manager. En effet, il n'y en a pas dans toutes les entreprises. Mais c'est souvent, d'ailleurs, le rôle, dans ces cas-là, du directeur ou de la directrice juridique, ou bien d'une fonction qui est transverse. C'est d'essayer de travailler, c'est de travailler avec toutes les personnes en charge des sujets pour tenter d'identifier toutes les raisons pour lesquelles ces objectifs ne pourraient pas être atteints. Avant, évidemment, de les formuler. Avant de les formuler. Non, ou même après les avoir formulés, il y a des objectifs stratégiques. Quels sont les risques de ne pas les atteindre? Et à ce moment-là, il y a des risques qui sont des risques d'ordre du moyen, mais il y a également des risques externes, des risques internes. Et toute l'approche consiste précisément à couvrir ces risques de façon à les minimiser.
Et donc ça, c'est extrêmement important, parce qu'il y a l'engagement, le tenir, mais qu'est-ce qui nous empêcherait de le tenir? Mais on peut même imaginer que, idéalement, évidemment, personne ne vit dans un monde idéal, mais idéalement, avant de se fixer ces objectifs, on en teste la possibilité de réalisation, parce que sinon on se retrouve quand même dans une seringue qui est parfois compliquée à débrouiller. Non, c'est la possibilité, bien sûr. Oui, compte tenu du rôle du conseil d'administration, ça fait beaucoup d'informations aussi. Ça nécessite certainement d'être trié, traité, analysé. Alors en fait, on a partagé, on a eu un petit débat aussi un peu intéressant. Et en fait, on a plusieurs façons de voir les choses. Soit on considère que l'administrateur doit être hyper responsable, et on parle de micromanagement du risque. Ça, c'est la recommandation de l'AFA. On dirige, là, on dirige, peut-être pas encore, mais voilà, un petit débat, on va en parler. Et après, on parle aussi des superpositions, de ce qui nous est imposé par la réglementation, la norme, la loi, et de ce qu'on va s'imposer en interne. Donc la technologie, encore, elle est là pour faciliter le quotidien. Tout ce volume de connaissances qui change tout le temps, qui superpose, etc., qui se contredit même, on va permettre d'automatiser, donc de trier, de présélectionner. On va rechercher de façon intensive dans les bases de données. On va même pouvoir, avec l'approche européenne de cloud souverain, donc le projet KX, pour ceux qui connaissent, eh bien, on va renforcer la sécurité et la maîtrise du suivi de ces données, traçabilité encore une fois. Il faut avoir en tête aussi que quand on parle de gouvernance, de compliance, c'est un ancien responsable qui vous parle, quand on parle de compliance, on parle d'entre 25 et 30% de skills purement legal, purement juridiques. 70 à 75% de skills, c'est du process, c'est la gestion de projet. Mais il ne faut pas non plus oublier effectivement les bases légales de tout ça. Donc l'outil est vraiment là pour faciliter le quotidien de cette gestion de masse, quelque part, de toutes les données, de tous les risques qu'on a à voir. Mais effectivement, il faut se positionner dans la durée. Comme le rappelait Hervé, il faut parler de maturité des organisations. Alors il y en a parce que c'est une question de taille et donc de budget aussi. On ne peut pas tout se permettre en termes de conformité. On va mettre en place le minimum pour être conforme en fonction de ce qu'on est et de ce qu'on fait. Après, à un moment donné, à partir d'une taille critique, on va présupposer que vous êtes suffisamment armé pour mettre tout en place pour gérer vos risques. Je vais prendre un exemple. C'est une décision qui nous vient de nos amis cousins américains. Il y a une société qui produit des produits de santé, des produits dentaires, qui exportait des produits aux Émirats. Et l'acheteur aux Émirats, donc, on parle d'export contrôle aussi, mais l'acheteur aux Émirats, il se trouve qu'une partie de ces produits ont été vendus à une boîte en Iran. Vous voyez exactement où je veux en venir. Sanction de 5 millions de $. Dans l'argumentation, je passerai le détail, on a retenu que la société américaine était suffisamment à un niveau de complexité d'organisation pour qu'on puisse considérer qu'ils auraient dû prévoir cette situation et donc prendre les précautions nécessaires. Donc ça aussi, on en parlait tout à l'heure, il faut prévoir quelque part, ce qui n'était pas forcément prévu tout de suite, mais au moins on démontrera traçabilité encore une fois. Traçabilité, l'autorité de contrôle qui vient vous voir demain, dans vos systèmes d'information, vous donnera accès. Voilà, on avait toutes les raisons de penser que, regardez, les décisions sont là, notre process est là, voilà comment on s'est organisé, dans la mesure du possible, dans la mesure de raisonnable, à l'instant T. Là, peut-être une passe pour regarder, ballon ovale ou rond, comme vous voulez. Rappelez-vous, il y a quelques mois, il y a quelqu'un, un journaliste d'investigation, qui est allé pêcher un rapport d'un pétrolier, français, où il avait été dit quelque part que dans les années à venir, on envisageait déjà des impacts sur la nature. Est-ce qu'il fallait l'écrire, pas l'écrire, est-ce qu'il fallait encadrer les trucs, etc. Tout ça, je vous laisse conclure. C'est plutôt la question
de la relecture de l'histoire à l'aune de l'actualité. Ça, c'est vrai qu'en droit, généralement, on n'est pas très favorable à ça, ne serait-ce que par le biais de la prescription. Donc évidemment, d'un point de vue médiatique, c'est assez considérablement dévastateur, mais d'un point de vue juridique, ça ne devrait pas, et d'ailleurs la jurisprudence sur les états bâtis aux États-Unis, ça ne devrait pas pouvoir prévaloir. Parce que la connaissance, c'était... voilà, il faut avoir la connaissance pour avoir la responsabilité. Hein. Ça rejoint aussi les propos de Anne. Et si on peut revenir un petit peu sur le niveau de l'administrateur. Alors, j'évoque l'administrateur non exécutif. Moi, je pense que les outils qu'on doit lui donner, en fait, c'est d'une part la connaissance des risques, qui va être le résultat d'une démarche sur tous les sujets tout à fait... Enfin, il y a une méthodologie assez précise, donc cette connaissance. Mais au-delà de ça, l'information sur la façon selon laquelle ces risques sont d'une part identifiés, d'autre part évalués et de troisième part gérés. Et donc, parce que je pense que l'administrateur non exécutif n'a pas le temps nécessaire pour entrer dans le détail. Et d'ailleurs, ce n'est pas son rôle. On l'attend sur beaucoup plus de recul. On dit qu'en règle générale, il ou elle a 10 ou 15 jours par an à consacrer à son mandat. Évidemment, il faut le faire sérieusement. Évidemment, je pense que la responsabilité augmente, qu'elle soit juridique, réputationnelle, en tout cas, le sens du vent, c'est ça. Mais donc, l'information que l'opérationnel doit lui apporter, c'est comment est-ce que tout cela est organisé au sein de l'entreprise considérée. Comment est-ce qu'il y a cette démarche d'identification? Quels sont les outils, s'il y en a? Et c'est vrai que c'est très intéressant. Quels sont les outils qui sont là? Quel est le périmètre qui est regardé? Quelle est la fréquence de revue de tous ces risques? Comment est-ce qu'ils sont reportés? Est-ce qu'il y a un mécanisme d'alerte si tout d'un coup, il y a un sujet brûlant? Est-ce qu'il y a un mécanisme de gestion de crise si tout d'un coup, il faut sortir de son bureau et traiter le sujet? Donc l'administrateur, encore une fois, dont on attend une hauteur de vue, une vision long terme, etc., a, du fait de cet engagement de responsabilité de plus en plus importante, l'obligation d'avoir une information sérieuse sur la façon dont tout cela est orchestré, organisé, géré au sein de l'entreprise, en évitant évidemment, tant que faire se peut, les silos, parce que c'est plus le sujet, on en parlait tout à l'heure, et voilà, et des outils, des moyens et des résultats. Et puis une évolution, et puis évidemment tout ça, c'est une démarche non seulement vertueuse, mais itérative, hein, donc qui n'est pas parfaite dès le départ, naturellement, qui va s'améliorer au fil du temps. Et donc, ces rendez-vous devant un conseil d'administration, de la part, encore une fois, de la fonction qui est en charge, il n'y a pas forcément un risque manager, mais la fonction qui est en charge, cette démarche, est très importante. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait ça rejoint cette entreprise qui avait indiqué il y a quelques années, les sociétés cotées sont habituées à mesurer ce qu'elles disent parce qu'on a des obligations très strictes sur la portée de ce qui est dit. Je pense que peut-être aujourd'hui, on doit prendre en compte ce qui est dit en dehors des aspects purement financiers ou autres et qui peuvent toucher à des projets moins liés aux affaires. Et donc, il y a une obligation aussi de faire très attention à ce qui est dit parce que ça peut se retourner, on évoquait sur d'autres sujets aussi, en social ou autre, les risques qui peuvent être... Quasiment plus de limite aux thématiques, en fait. Peut-être que d'un point de vue boursier, c'était essentiellement lié à ceux qui pouvaient avoir un impact sur le souscripteur et donc sur les aspects financiers de l'entreprise. Mais comme on le dit maintenant, ce sont l'ensemble des aspects qui peuvent avoir un impact sur l'entreprise au sens large. La parole est d'autant plus bridée, j'imagine. Là, pour toutes les entreprises, qu'elles soient cotées ou pas, je pense. Oui, mais pour toutes les entreprises, mais je veux dire que les réflexes qu'avaient les sociétés cotées, que n'avaient peut-être pas les autres, doivent être étendus. Il y a également ce changement, j'imagine, très fortement chez vos adhérents. Alors, dans un conseil d'administration, il y a une grande variété d'administrateurs, puisqu'il peut y avoir des administrateurs internes, des administrateurs externes, indépendants. Il peut y avoir des administrateurs avec des différentes spécialités. Comment voyez-vous la répartition éventuelle de leur rôle ou comment ça peut s'organiser par rapport à une base d'informations qui est de différentes natures, hein, qui peut être commerciale, qui peut être
juridique, qui peut être financière. Et effectivement, parce que leur rôle, c'est pas de rentrer dans la totalité des détails, mais c'est quand même de pouvoir avoir un avis, par exemple sur ce que vous disiez Anne, tout à l'heure, est-ce que les études doivent être faites en interne selon vous? Est-ce qu'il faut qu'elles soient aussi validées en externe? Je crois que c'est vraiment variable selon les entreprises, selon leur culture, selon les échanges avec l'exécutif. Mais oui, vous avez tout à fait raison. L'idée, c'est d'avoir un conseil d'administration bien équilibré, avec des expertises. On va chercher souvent les administrateurs indépendants pour une expertise donnée dans un secteur donné. Et puis, quand elle n'existe pas, de savoir faire appel à des experts tiers, externes. Et évidemment, aussi cette relation avec l'interne. Souvent, on va chercher à l'extérieur pour essayer de valider ce que les opérateurs internes disent. Parfois, on a souvent raison en interne aussi. Donc, c'est ce savant équilibre qui va vraiment dépendre de l'organisation considérée, de son histoire. Est-ce qu'elle a vécu des crises, pas des crises? Est-ce que ce rapport de confiance est bien établi? Donc ça, c'est vraiment variable selon les entreprises. Comment vous voyez la distribution et la présentation des informations aux administrateurs? C'est un peu ça. On voit que la complexité étant exponentielle, c'est impossible humainement d'être au courant de tout, surtout quand on parle de groupes qui sont multinationaux, plusieurs systèmes de droit, plusieurs cultures aussi. La culture, c'est très important. Vous pouvez pas, je reviens tout à l'heure à mon point sur la formation, et compliance, vous ne pouvez pas avoir un programme de formation qui est traduit en 80 langues sans penser une minute à la culture dans chacune de vos géographies. Je vais prendre un exemple qui est récent parce que c'est d'actualité avec une directive sur les lanceurs d'alerte qui a été implémentée par un projet de loi avant le 17 décembre à minuit. Ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet où il y a le bon sens aussi. Beaucoup de sociétés encore n'ont pas encore mis en place de système d'alerte. Et quand on voit des organisations où il y a de la casse sociale, je parle notamment du milieu hospitalier, où ces systèmes ne sont pas forcément en place. Alors, on connaît des problématiques de budget, etc. Et souvent, les organisations ne sont pas au courant de ces choses-là. Et on met en place une boîte email, on met en place une boîte devant la porte de la DRH. C'est vrai, c'est vécu. Donc, non, il y a des systèmes, mais il faut porter la connaissance. Et c'est notre boulot, en tant qu'expert, en tant que professionnel, de prêcher ces bonnes paroles-là. Pour revenir à la question, ça devient compliqué d'être généraliste sur toutes ces expertises hyper pointues, en fait. Donc, naturellement, je crois que dans l'organisation d'un board, d'un conseil d'administration, on va aller chercher, comme on dit tout à l'heure, à la fois en interne et en externe, des expertises complémentaires pour pouvoir aborder tout le prisme à 180 degrés de l'activité de l'entreprise, avec une hauteur de vue, et puis pour pouvoir effectivement accompagner les décideurs dans la stratégie, mais également se faire accompagner d'experts, d'avocats, qui vont aller dans le détail, vont passer ce temps-là, parce qu'ils maîtrisent ce détail-là, tant technologique que aussi juridique. Et après, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'on a la plupart du temps, d'ailleurs très souvent, raison en interne, parce qu'en interne, vous avez aussi l'audit interne, qui est là. Concernant la formation des administrateurs, qu'est-ce que vous pensez qui peut être amélioré ou fait? Un petit mot pour dire que, pour rebondir sur ce que disait Anne tout à l'heure, c'est qui est, je pense, l'experte du sujet, clairement. C'est une sorte d'ambiguïté. On a eu le même problème en termes politiques. On se demande s'il faut des ministres techniciens ou des ministres non techniciens. Le technicien va a priori être excellent, mais en même temps, il ne va pas avoir l'environnement. C'est le côté pic de la Mirandole qui manque un peu. C'est très vrai de notre époque, où on a des hyper-spécialités qui permettent d'avoir des experts absolument remarquables, mais qui du coup ne voient que leur tunnel. Et je pense que la vocation d'un administrateur non exécutif, pour le coup, c'est véritablement de pouvoir conserver on appelait ça la hauteur de vue. Et donc, le calibrage de l'information, il doit être celui-là. J'ai pas le secret, j'ai pas la recette miracle. Mais je pense que c'est vraiment ce à quoi il faut aboutir, c'est-à-dire à quelque chose qui permette de continuer d'avoir une vue transverse
sans noyer l'administrateur dans une masse de papier inconsidéré qui lui permettra plus d'avoir la véritable vision, même si c'est pas une vision d'expert, c'est pas ce qu'on lui demande. On demande une vision, peut-être ce sera le maître mot de ces 2 premières questions, mais transverse, quoi. Des formations, enfin, je n'ai aucune action, hein, donc, mais il y a des formations qui existent, et notamment une que je trouve très bien, qui est IFA Sciences Po, et qui précisément va expliquer aux administrateurs quel est le degré d'investissement dans l'entreprise et quels sont ses droits et ses devoirs. Et là où elle est bien faite, c'est en fait, elle est adaptée aux tailles des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a des modules spécifiques PME, il y a des modules plus entreprises cotées, avec tous les risques aussi d'actionnariat sauvage qu'on peut connaître également. Donc, il y a des formations de cette nature et celle-ci est, de mon point de vue, tout à fait recommandée. Et en termes de formation, je dirais, les outils technologiques modernes intègrent la dimension collaborative. Dans la plupart des outils modernes, vous allez trouver une déclinaison. Alors, dans tout ce qu'on a tous connu pendant la pandémie, les Teams, Zoom, etc., où effectivement l'administratrice, l'administrateur ne va plus être dans son coin, dans un bureau quelque part à distance ou dans les locaux d'entreprise, mais avec cet espace de collaboration. Je pense qu'il y a une question, une thématique qui sera là, elle ou il ne sera plus seul à l'aborder, mais on pourra se poser des questions, on pourra itérer sur un risque qui arrive à un moment donné. On va pouvoir itérer, il y a un risque qui a été identifié, il y a une recommandation qui est mise en place. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, c'est ça en plus. Il n'y a plus de solitude en fait. On disait, il y a plus de silos, c'est transverse. Et en fait, pour la prise de décision, il y a cette nouvelle culture collaborative qui, je pense, c'est un vrai plus. Et dans les formations, donc les administratrices et les administrateurs modernes, c'est un point à mettre en exergue. Et que pensez-vous des comités? Est-ce qu'il en faut plus au sein des conseils pour déléguer des travaux très, très précis et présenter ensuite en conseil? Moi, je trouve que... j'en parlerai tout à l'heure, mais il y a des bonnes pratiques qui existent et je dirais qu'elles peuvent être déclinées en fonction même de très grosses entreprises, mais également sur des plus petites. Le comité d'audit, qui a pour les entreprises cotées des obligations, le comité d'éthique, le comité des rémunérations. Donc, encore une fois, selon la taille de l'entreprise, selon la complexité des enjeux, selon son histoire, selon sa culture, il y a vraiment des bonnes pratiques de gouvernance et je pense qu'il faut aussi capitaliser sur l'expérience des autres et donc en tenir compte. Et il y a beaucoup d'exemples. Donc c'est encore une fois, c'est très variable. Et puis ça dépend aussi de l'actionnariat, donc s'il est familial. Il y a aussi des enjeux très particuliers parce qu'il faut tenir compte d'une certaine sensibilité. S'il est complètement coté, c'est autre chose, etc. Donc oui, tout ça pour dire que la gouvernance nécessite véritablement de s'y attacher et d'être pensé et d'être réfléchi extrêmement sérieusement. Parce que de tout cela va dépendre en fait la bonne marche d'une entreprise. Encore une fois, le conseil d'administration, il va donner il va donner l'axe stratégique. Si tout cela n'est pas bien orchestré, on a eu des exemples. J'ai eu la chance moi de suivre cette formation d'incidents majeurs au sein de conseils d'administration qui ont finalement abouti à des drames au sein des entreprises. Donc la gouvernance, elle est absolument clé pour la bonne marche de l'entreprise. On comprend qu'elle doit être adaptée aussi, effectivement, à des entreprises qui ont des métiers très, très techniques, très précis, des risques très spécifiques, et puis des cultures qui peuvent être nationales ou internationales, comme vous le disiez. Hervé, je ne sais pas si vous aviez des choses à dire sur les comités. Non, je pense qu'il y a une grande règle qui est que... encore pour faire une assimilation politique, quand on voulait évacuer un problème, on crée un comité. Donc je pense qu'il ne faut pas que ça soit déresponsabilisant non plus pour les administrateurs. Il faut que ce soit une aide, parce qu'effectivement, ça ne peut pas être des géotrouve-tout. Et après, une fois qu'on a dit qu'effectivement, ça doit être adapté à la taille et aux moyens des entreprises, bien entendu, il n'y a pas grand-chose à ajouter sur ce point. Le comité il va permettre au conseil dans son entier
volonté de gagner du temps. Donc il va aller creuser certains sujets, mais c'est une émanation du Conseil. Donc la responsabilité, elle demeure collégiale au sein du Conseil. J'entends, mais ce sera facile de dire que le comité nous avait pas éclairé là-dessus. Quand on prépare les dossiers pour les conseils, qu'on voit la masse d'informations de différentes natures, ça peut être un conseil sur l'environnement, un conseil sur le métier, sur la finance, sur beaucoup de choses. La masse de documents qui est donnée, c'est vrai que les comités ont l'avantage que certains peuvent se pencher avec des indépendants et des internes sur les questions et ensuite les redonner alors aux autres administrateurs de façon avec leur vision et déjà travailler en fait en ayant repéré une partie des risques parce que la masse de travail est énorme. Souvent les administrateurs ont d'autres fonctions bien sûr ailleurs, peut-être même d'autres mandats. Entrer dans un degré d'intimité avec l'entreprise aussi poussé, c'est pas évident quand même. Et je pense que personnellement, je pense que c'est une bonne chose. Juste peut-être un petit point, Hervé, on est tous les deux le même prénom, qu'on évoquait avec Anne, qui n'est pas inintéressant dans cette enceinte, c'est que on parle d'obligation des administrateurs, on parle de responsabilité des administrateurs, et elle est réelle, et il faut jamais l'oublier, évidemment. En pratique, et de fait, en tant que praticien, la responsabilité des administrateurs, elle vient généralement après celle de l'entreprise. Enfin, en tout cas, juridiquement, c'est généralement l'entreprise qui est ciblée par des tiers, ou encore pénalement, l'administrateur, la responsabilité de l'administrateur, elle est essentiellement mise en jeu lorsque finalement l'entreprise est au tapis et qu'on veut, dans le cadre d'action en comblement de passif, aller rechercher une deep pocket un peu plus haut. Mais de fait, il ne faut surtout pas le dire ni à Sciences Po ni ailleurs, l'administrateur, c'est finalement relativement rare. Et je dirais que dans l'ordre, on peut dire que c'est l'entreprise qui va prendre et protégée par le bon travail de ses administrateurs. Donc c'est ça qui est important. C'est elle-même qui va être la première visée, en tout cas en termes juridiques ou même en termes réputationnels d'ailleurs. En second, va venir l'administrateur, mais exécutif, directeur général, président directeur général, et en troisième lieu, le cas échéant, les administrateurs. Je pense que c'est un rappel, je dirais, entre nous, que l'on peut faire. On n'en dira rien aux administrateurs, bien entendu. Non, mais jusqu'à maintenant, mais ça peut évoluer. Ça peut évoluer. Et ça peut évoluer, ne serait-ce que pour faire des exemples, ou bien ce qu'on évoquait, et qu'il faut savoir, c'est que effectivement l'entreprise, elle va être ciblée, elle va être condamnée, et elle peut vouloir précisément se retourner contre son propre, c'est l'action classique, et la plus facile juridiquement, contre son dirigeant en responsabilité. Ne serait-ce que pour peut-être des raisons de principe, et maintenant qu'on est obligé d'essayer de vraiment très très mis et cloué au pilori, l'entreprise aura peut-être tôt fait précisément avec ces évolutions d'aller plus facilement maintenant contre son dirigeant. Évidemment, il y a divers types de sanctions. Elle n'est pas forcément obligée d'aller sur la responsabilité civile de son dirigeant. Elle peut tout simplement, ce qui se passe souvent, le révoquer. Et c'est quand même une forme de traduction de la responsabilité. Elle peut, il y a un troisième, elle peut le révoquer, elle peut engager sa responsabilité civile. Et la nouvelle tendance qui est plutôt rassurante, je pense, et qui est plutôt intéressante, c'est-à-dire qu'en indexant maintenant la rémunération des dirigeants sur la réalisation d'un certain nombre d'objectifs RSE, de fait, c'est une forme de responsabilité financière ou d'incitation financière, prenons-le en positif ou en négatif, qui peut être tout à fait saine. À la fois pour le dirigeant de s'auto-protéger et en plus de se voir rémunéré ou un peu mieux rémunéré à cela. Et c'est une sorte de garantie ou en tout cas de protection pour l'entreprise que ces aspects seront très très en avant pour le dirigeant concerné. Que les résultats financiers pour les résultats financiers. Pour l'instant, c'est vrai qu'on est plutôt sur, j'avais regardé un petit peu avant de venir, on est plutôt sur 15 à 20% maximum de la rémunération, donc il y a encore du chemin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, pardon. Autant de micros pour des questions. Une remarque et une question. Moi, les dernières mises en éventuelle responsabilité d'administrateur, j'en ai plutôt entendu parler sur des questions de défense lors d'acquisition un peu de grands groupes cet été où certains disaient
si on va cacher la cible quelque part, je vais mettre en responsabilité les administrateurs. Donc, et même dans le monde de l'assurance et de la réassurance, les questions de secret des délibérations ou autres, c'est là où publiquement on a tous entendu parler de mise en cause de la responsabilité des dirigeants. Et ça, c'était juste une remarque. Et ma question, c'est silo dans les conseils, comité d'audit, comité d'éthique ou autres, est-ce qu'on parle particulièrement, d'une certaine façon, à l'administrateur référent, celui qui va aller devant l'ensemble des parties prenantes, avec le président du conseil éventuellement devant les analystes? Est-ce qu'il y a une façon particulière de le briefer, de lui raconter ce qui se passe, ou c'est à lui et avec le secrétaire du conseil de préparer quelque chose? Moi, je dirais que, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, l'administrateur référent, il doit avoir le bon niveau d'information. Avoir le bon niveau d'information en termes d'opportunités, mais ce n'est pas mon métier. En termes de risques, ça veut dire quels sont les grands sujets, les sujets en jeu. Hein. On n'est pas sur le petit risque qui va être traité d'un point de vue, par tous les processus. Mais quels sont les grands sujets d'une part, et qu'est-ce qui, moi, administrateur référent, me permet de vous garantir, mesdames et messieurs les administrateurs, que tout cela est sous contrôle. Alors, qu'est-ce qui me permet de vous garantir ça? C'est parce que j'ai posé les bonnes questions. C'est-à-dire que j'ai demandé comment tout cela était organisé, quel était le périmètre regardé, quels étaient les outils en place, quels étaient les processus qui existait pour être sûr de ne pas passer à côté d'un sujet majeur. Donc, et quelle était la gouvernance en place. Donc, je ne suis pas allée regarder dans le détail parce que je n'ai ni le temps, ni les moyens, ni la compétence parfois. En revanche, j'ai posé les bonnes questions et j'ai une assurance raisonnable que tous ces sujets sont sous contrôle. Sur même plume, comment voyez-vous le comportement du président du conseil pour que ça puisse fonctionner normalement? Et donc du conseil, je laisserai la partie sous-sang juridique. On sait que, je pense qu'aujourd'hui, et d'ailleurs c'est une tendance forte et lourde à la dissociation, ça montre que le rôle du président, finalement, il est très important, j'allais dire, fonctionnellement. Il est en tout cas dès lors qu'il est déconnecté, puisque c'est lui qui va donc animer les travaux du conseil, c'est lui qui va assurer la relation avec l'actionnaire, et je dirais que ça ne suffit pas, pour les expériences que je peux connaître, d'une seule personne d'ailleurs, et il est souvent très assisté, y compris du secrétaire du conseil qui l'aide beaucoup dans ce type de fonction. Mais je veux dire que d'une fonction qu'on a souvent qualifiée, notamment lorsque la dissociation était adoptée, potentiellement honorifique, d'inauguration des chrysanthèmes ou de dépendant de la personnalité, c'était plus ou moins élégant du président en cause. Ça, c'était vrai il y a une vingtaine d'années. Je crois qu'aujourd'hui, c'est parfaitement faux. Le président est une fonction majeure, essentielle et très utile, je pense, vu la complexité qu'on évoquait, notamment dans toute cette problématique de gestion de risque, absolument essentielle. D'accord. Nous avions prévu ensuite de parler du rôle du risque manager de l'entreprise, au regard des risques du conseil d'administration. Comment voyez-vous l'organisation de son rôle par rapport au conseil? J'ai envie de dire, c'est cette personne qui a les mains dans le cambouis, j'ai envie de dire, qui est en première ligne. Si on prend les fameuses 3 lignes de défense dans une organisation, il y a le métier, il y a le compliance office, il y a le risk management, etc. C'est une fonction majeure. On le disait tout à l'heure, c'est la fonction qui aujourd'hui voit tout passer. Donc à la direction de l'entreprise de faire en sorte que cette organisation soit la mieux outillée possible et les moyens de pouvoir passer, et ensuite ça ne soit pas uniquement un truc une case qu'on va remplir et on est tranquille après. En fait, un conflit d'intérêt, en fait. Oui, je suis en conflit d'intérêt parce que je suis risk manager, mais en fait, le risk manager, la démarche, parce que l'homme ou la femme, la démarche est extrêmement importante,
Et c'est plus une démarche de chef d'orchestre, parce qu'il ne peut pas tout gérer naturellement. Donc il va être responsable de la partie transfert des risques au marché de l'assurance, mais ça c'est très spécifique. Pour le reste, sa responsabilité, c'est d'assurer à la direction, voire au conseil d'administration, que l'entièreté des sujets de risque majeurs est identifiée et sous contrôle. Et alors quand on va un cran plus loin, on parle en conformité avec l'appétit au risque de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a certaines entreprises, mais tout ça est très logique, c'est du bon sens, de mon point de vue, le risque manager, en fait, c'est le chef d'entreprise quand il n'y en a pas. C'est pas nouveau, la gestion des risques. La stratégie, c'est risque-opportunité. Et donc, certaines entreprises sont allées jusqu'à communiquer sur une espèce d'appétit au risque. Et on dit, en fait, ce qui est assez logique, mais encore une fois structurant, de dire finalement l'entreprise, elle a affaire à une multitude de risques. C'est normal, entreprendre, c'est prendre des risques, c'est ce qui a été dit. Ne pas en prendre, c'est tuer l'entreprise. En revanche, et l'entreprise, par ailleurs, a des limites en termes de ressources, en termes de temps, parce qu'elle a le temps, et puis enfin, elle a des valeurs. Et donc, l'idée, c'est de dire, finalement, les grands risques, on va les classer en différentes catégories. Il y a une première catégorie de risques en face desquels il y a des opportunités d'affaires. Et là, on va se dire, si évidemment, on peut les maîtriser, formidable, mais on acceptera de les prendre parce qu'en face, il y a des opportunités d'affaires. Il y a une autre catégorie, à l'inverse, à l'opposé, qui est de dire, là, ce sont des risques, finalement, pour lesquels l'entreprise n'a aucun appétit. Ce que moi, j'appelle des risques non négociables, parce que je veux que le niveau de contrôle, je veux que les outils, je veux que l'organisation soit au maximum sur ces sujets. Et c'est tout ce qui est, évidemment, risque éthique, risque de conformité, donc tous nos sujets, risque de sécurité lorsqu'il y a des enjeux de sécurité. Donc ça, c'est les risques en face desquels il faut mettre les moyens. Voilà. Et puis au milieu, c'est ma vision des choses, au milieu, c'est tous les risques qui sont de nature à porter atteinte aux actifs de l'entreprise. Donc matériel, immatériel, donc les brevets, etc. Et ceux du milieu, en fait, il y aura beaucoup pour les couvrir de transferts au marché de l'assurance. Ce sera l'un des moyens pour couvrir ces risques. Mais tout ça pour dire que c'est important, en fait, que le Conseil se prononce sur et l'information, et l'information des sujets à risque, et l'information de la façon dont tout ça est coordonné, orchestré par le risque manager, qui évidemment va s'appuyer sur toutes les fonctions de l'entreprise. Le risque manager, il va faire le tour de la stratégie, des opérations commerciales, des juristes bien entendu, etc. C'est là où c'est absolument passionnant. Et donc voilà. Et donc cette notion d'appétit au risque aussi est structurante pour certaines entreprises. Une petite question, si je peux me permettre. La formation d'un risque manager, c'est quoi ? Elle est très diverse. C'est ça aussi qui est intéressant parce que le métier n'est pas normé. Alors, je mets à part les banques et les établissements financiers parce que c'est plus... Mais sinon, elle peut être financière, elle peut être d'ingénieur. Moi, je suis moi-même juriste de formation. Donc voilà, donc on a tous des profils un peu différents et souvent c'est une fonction qui vient du sein de l'entreprise parce qu'il faut connaître un peu l'entreprise et c'est là où l'histoire, la culture rentrent en jeu et donc les opportunités aussi. Mais elle est très diverse et elle reporte de la même façon à plusieurs organisations au sein de l'entreprise. Parfois c'est la direction financière, parfois c'est la direction de la stratégie, parfois c'est la direction juridique. Moi j'ai la chance de reporter à la direction juridique. Vous disiez que le risque, quand il est présenté, pour un administrateur comme un président, quand il décide sur un risque, il décide à partir d'informations qu'il a obtenues par différents collaborateurs. Ces collaborateurs pouvant eux-mêmes avoir, dans la façon dont ils analysent les choses et transmettent l'information, une part d'influence dans la décision. Par rapport aux outils que vous avez, est-ce qu'il y a moyen de les rendre plus, plus rationnels, mais enfin moins personnels quand ils sont transmis au Conseil pour être analysés et donnés ? Vous voyez ce que je veux dire ? On l'observe tous les jours dans la vie de l'entreprise. Dans le contrat de travail, non, loyauté, tout ça. Pas une question de loyauté, c'est une question de... On a tous une perception, il y a des risques. Vision objective. Vision objective, c'est le mot que je cherchais. On a eu aussi une discussion, est-ce que Brut versus SPN ? On fera une table ronde. Mais
Non, on est professionnel, on a la responsabilité en objectivité au maximum. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il faut penser à dépersonnaliser quand on peut. Pour ça, de se faire accompagner d'un expert, d'un cabinet d'avocats sur un sujet, ça évite de rentrer dans ce genre de problématique, justement. C'est pas que pour faire un lobby, pour mettre le réflexe, le fameux réflexe, je sais pas, la direction juridique d'aller voir l'avocat parce que c'est pas moi qui dis que non, il faut dépassionner, il faut dépersonnaliser et assurer un minimum d'objectivité. Après, les outils, je vais en revenir à cet exemple, pas dans le sujet d'aujourd'hui et pour les administrateurs, mais un système de lancement d'alerte. Vous avez suivi ça, maintenant on garantit la confidentialité, on garantit de l'anonymat aussi. Là, ça permet d'éviter aussi ce genre de problème. Je suis DRH, je suis directeur de la paix, je vois passer quelque chose. Je suis DRH, je suis directeur de la paix, je vais peut-être m'abstenir. Non, on n'en est plus là aujourd'hui. Et ça, c'est comment je fais remonter l'information. On va sécuriser la remontée de l'information. On parle de culture. Et, quand vous dites voir quelque chose, c'est quelque chose qui n'est pas du ressort du DRH habituellement, ça vous voulez dire. Oui, on voit un délit, un truc, un sujet, une pénale, etc. On va reparler de culture. Être lanceuse ou lanceur d'alerte, pour nous c'est très récent, dans l'esprit commun de la Première Guerre mondiale, on va dire, mais aux États-Unis, ça devient une obligation des employés. Le mindset à l'américaine n'entend pas du tout que on considère qu'un employé qui ne lance pas d'alerte quand il est envoyé dans son entreprise, c'est un risque pour l'entreprise. Donc voilà, c'est à ce niveau-là. Donc on n'en est pas là ici, mais par rapport à ce point-là, je pense que le parallèle est plutôt bon, de se dire, voilà, je suis, à quelque niveau que je sois dans l'entreprise, je suis administratrice, administrateur, je suis la patronne, le patron, je suis à l'accueil, je suis à la réception, je suis prestataire, je suis dans l'écosystème, j'ai une responsabilité de faire remonter ce qui est nécessaire à partir du moment où, directement ou indirectement, ça touche au risque pour l'entreprise. Pour revenir à ce que vous disiez, normalement dans un groupe, pour un certain niveau de cadre, notamment le comité exécutif par exemple, l'avis n'est plus que personnel sur son domaine et technique, c'est un partage d'avis qui est fait où on peut sortir de sa propre technique. C'est même obligatoire à mon sens. On avait prévu également de parler du transfert du risque à l'assurance. Je vais vous laisser la parole, Anne, d'abord. Oui, enfin, c'est tout à fait classique. Hein, donc, avant de transférer... Enfin, ce qu'on dit dans les cartographies des risques majeurs des entreprises, en fait, seulement 20% de ces risques sont transférés à l'assurance. En volume et non pas en montant, hein, naturellement, parce que souvent, les enjeux financiers sont très importants. Donc ça procède aussi de la prévention des risques. Hein. Transférer au marché de l'assurance, ça veut dire l'identifier, le travailler, le prévenir, parce que surtout particulièrement, enfin de tout temps, mais particulièrement en ce moment, le marché de l'assurance est extrêmement tendu. Donc avant de transférer un risque, il faut qu'il soit sous contrôle, parce que sinon les assureurs n'en veulent plus. Et tout ça aussi est un processus vertueux de gestion, de prévention et de gestion et de maîtrise des risques. Je ne vais pas faire un cours sur le transfert à l'assurance parce que... Après, il y a aussi l'assurance, ce qu'évoquait Olivier tout à l'heure, hein, des mandataires sociaux. Donc ça existe aussi, qui est prise par l'entreprise et qui aura vocation à couvrir les frais de litige, de la mise en cause de la responsabilité d'un mandataire social. Oui. Oui, probablement, enfin, si on se met à la place d'un illustrateur, nécessaire, parce que, nonobstant son coût, parce qu'on l'a dit, sans faire de la tarte à la crème, le monde est vraiment très très compliqué. Les sources de responsabilité, on a peine même à les identifier dans toutes leurs dimensions. Et bon, vous voulez me dire que si on ne peut pas l'identifier, ça ne sera pas assuré. Mais enfin bon, c'est quand même... C'est terrifiant, quoi. Je veux dire, ce à quoi font face potentiellement les acteurs, les administrateurs. Et donc, l'assurance peut être un élément même de réassurance pour pouvoir exercer ce métier avec une certaine absolument, sérénité. Mais ça ne veut surtout pas dire qu'il ne faut pas s'occuper du risque en amont. Hein.
Parce que ça ne marchera qu'une fois, ça, éventuellement, et encore. Et aujourd'hui, encore une fois, les assureurs sont vraiment extrêmement exigeants et veulent des bons risques. Donc, vont demander à regarder toutes les mesures de prévention des risques, quel que soit le sujet. Hein. Donc, la qualité de la gouvernance. D'ailleurs, de ce point de vue-là, Olivier, vous êtes assuré, parce que je me dis, moi j'achète votre logiciel pour mon board, il est formidable, il est très efficace, je me repose sur lui finalement, même si je suis formé, même si, voilà, est-ce que, parce que c'est corrélativement votre responsabilité en tant que fournisseur d'un produit de ce genre, c'est considérable, non? Alors, il y a pas vous gâcher déjà. le patron qui est là, il va faire un chèque, c'est celui qui... Non, en fait, déjà, on est quelque part, nous, on est confrontés sur une plateforme qui va interfacer plusieurs modules, plusieurs logiciels. Et ensuite, en fait, on va les interfacer pour consolider, agréger ces niveaux de risque pour pouvoir les prioriser derrière, etc. Le risque technologique, comme vous le savez, je ne sais pas si elle est active dans la salle, c'est impossible de garantir l'absence de bugs, c'est impossible de garantir parce que faut oublier qu'à la base, ce sont des humains qui font ça. Et d'ailleurs, Stephen Hawking, avant de partir, disait qu'il fallait stopper de travailler sur l'intelligence artificielle parce qu'à un moment donné, on va perdre un peu le contrôle de tout ça. Digression. Tout ça pour dire, non, on ne peut pas garantir à 100%. Et ça, n'importe quel assureur de la place, c'est pas le souci. Là où il faut être pertinent, c'est de dire c'est quoi le backup. Et parce que naturellement, by design, on est sur la traçabilité, on est sur le rendre compte, tout est journalisé. Donc en fait, c'est sur des serveurs qui sont redondés. Vous avez tous vu temps, OVH, etc., des incendies, des machins. Ce qui s'est passé il y a quelques temps chez OVH, c'est quasiment de la force majeure. Normalement, ça ne devait pas arriver. Il y a panne électrique, il y a un incendie, le serveur redondé a été touché, machin, etc. Enfin, un truc, vous apprenez ça, vous dites, c'est pas possible, c'est science-fiction. Voilà. Et hormis ce cas-là, tout est pensé pour avoir paralysé le risque et assurer normalement, déjà techniquement, puis après, derrière, oui, il y a des assurances qui sont prises et il y a un coût du risque qui est là. Et bon, rassurez-vous, oui, c'est un contrôle, comme dirait Guy. Non, c'était plus... Non, mais... Non, parce que quand même, Non, c'est pas... Non, mais je vais répondre, puisque je n'avais pas l'intention, mais c'est comme un logiciel de comptabilité. Le logiciel de comptabilité est fait pour saisir des informations, mais le logiciel n'est pas responsable des informations qui sont saisies. Donc, oui, nous sommes assurés, pour information, nous sommes assurés contre les vices liés au développement du logiciel. Mais si les informations entrées sont fausses, voilà, je prends le parallèle avec le logiciel de comptabilité, c'est plus simple à comprendre. J'avais posé à Anne, Romain Monod tout à l'heure, vous cherchez à vous informer sur les tiers. Alors, Liu, KYC, KYS, etc. La plupart des prestataires de la place s'engagent jusqu'à la recommandation. Pourquoi? Parce qu'ils vont aller chercher dans des bases de données qui n'est pas chez eux. Qui viennent d'autres, et ces autres-là, ils sont allés chercher ailleurs, etc., jusqu'à un certain point. Si jamais vous leur demandez, vous, clients, utilisateurs, ça commence à être un peu la mode sur le marché, on va y passer des choses là, qui sont assez exotiques, le client, pour se réassurer, quelque part, demande au prestataire, non, vous vous engagez sur la véracité de l'information, sur sa complétude et sur sa conformité. Bon, voilà, si le prestataire fait ça, si le risque arrive, il y a son ami assureur qui va venir, il va regarder le contrat, il y a un problème avec le nom d'assurance, etc. Je ne peux pas vous apprendre là-dessus. Et enfin, voilà, on en arrive à des choses qui sont complètement irréalistes. Après, à un moment donné, je reviens comme tout à l'heure, il y a juste le bon sens. Ah non, à un moment donné, c'est pas possible. C'est juste pas possible.
peut-être, à moins qu'il y ait des questions, peut-être pour terminer, je vais peut-être vous demander un conseil pour les directeurs juridiques, parce que le directeur juridique participe aux décisions dans l'entreprise, participe à la formation des administrateurs, participe aussi, parfois il y a des liens avec l'actionnaire majoritaire ou avec d'autres actionnaires. Ça peut être parfois un petit peu contradictoire dans le sens où toutes les informations ne sont pas toujours communiquées de la même façon. Qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil pour remplir sa mission au mieux ? Je reviendrai sur deux points. Le premier, c'est une redite de tout à l'heure, mais je crois que vraiment cette transversalité, si elle n'est pas d'ores et déjà intégrée, elle est, je dirais, colossalement importante, absolument indispensable. Et si elle n'est pas déjà mise en œuvre, il faudrait presque comme administrateur démissionner, passer ailleurs si l'entreprise n'accompagne pas cette transversalité, parce que sinon le rôle du directeur juridique va devenir extrêmement difficile. J'ajoute que ça doit le rendre. C'est déjà quelqu'un qui est un spécialiste du droit, mais qui connaît bien son entreprise et qui fait cette interface. Donc, je dirais que du coup, ça le motive encore plus. Ça rend son job peut-être encore plus intéressant, peut-être plus difficile, mais le difficile va souvent avec l'intéressant. Et donc, de s'ouvrir au maximum aux fonctions proches de lui, transverses, avec le risk manager sur tous ces sujets, ça semble absolument et totalement désormais indispensable, et c'est une vraie évolution pour ceux qui ne l'ont pas encore réalisé. La deuxième chose, et c'est dans le même sens, c'est toujours difficile, mais je pense intéressant, nous nous y efforçons aussi en tant que conseil, puisque nos interlocuteurs habituels, ce sont aussi parfois aussi d'anciens avocats, enfin bon, je veux dire, les deux professions interagissent beaucoup. C'est de se pencher sur, non pas ce qui a été souvent et longtemps notre rôle, c'est-à-dire d'étudier les textes, d'étudier les jurisprudences passées, c'est de transformer ça dans l'identification de signaux faibles de futures responsabilités. Et ça, c'est extrêmement challenging, c'est passionnant. Et ça se fait, là aussi, j'imagine, quand même en groupe, parce que tout seul, dans son coin, c'est un peu délicat. Mais cette petite évolution aussi qui consiste à se transporter dans l'avenir, à imaginer ce qui peut se passer, qui n'était pas, je dirais, traditionnellement dans l'orbite de pensée classique du juriste. Vraiment la démarche de la gestion des risques, c'est vraiment ça. Et moi, je fais des cartographies du risque juridique, avec les juristes, naturellement. Moi, je dirais au directeur juridique ou TRIS qu'il ou elle doit s'assurer que ce système est en place. Souvent, il en est responsable, ou elle en est responsable, donc c'est plus facile. Et sinon, c'est vraiment sa mission vis-à-vis du conseil, c'est de s'assurer que tout cela, que cette information et le bon niveau d'information est donné. Et puis la gouvernance également, parce qu'il a un œil sur la gouvernance, et donc de conseiller le conseil sur le bon équilibre de cette gouvernance. Je crois qu'il y a eu comme l'a rappelé Hervé, il y a eu un move de l'ADN de la fonction de direction juridique. Moi, quand j'ai attaqué à la fin du siècle dernier, j'ai fait une formation. Et on commençait à être sensibilisé au marketing, à la finance, à savoir lire un bilan, etc. Des choses qui sont complètement naturelles aujourd'hui. Maintenant qu'on parle de gestion du risque, la direction juridique, dans le monde d'avant, c'est un centre de coût. Aujourd'hui, la direction juridique, la direction de la compliance, ça doit être un centre non seulement d'économie, mais un centre de valeur. Encore une fois, je reviens à mon exemple de tout à l'heure. Vous dépensez 1 euro aujourd'hui pour éviter d'en sortir 3 ou 4 après. Et ça, tant que ça n'arrive pas, on viendra toujours au bout vous êtes à la brigade anti-vente de la boîte. Quand j'ai attaqué en filiale de FT à l'époque, c'était ça. Ah, vous êtes à la brigade anti-vente, vous dire toujours non. Ok, d'accord. Si vous réfléchissez avant d'engagement. Voilà, et alors qu'aujourd'hui, non, c'est plus du tout de la brigade anti-vente. On est là pour la direction juridique, la direction de la compliance. Vous êtes des parties prenantes pour générer de la confiance. Vous gérez le risque, vous transformez en opportunité, pour risque opportunité, générer la confiance. Générer la confiance en interne de notre organisation. Je reviens au fichier mondial, mais pas que. Tout est fait, tout ce qu'on met en place, pour générer de la confiance en interne, pour vos propres équipes, mais également quand vous allez embaucher, parce que les nouvelles générations, comme vous le savez toutes et tous ici,
Quand vous prenez des juniors, maintenant, ils vont vous demander, bon alors, c'est quoi le bien-être dans l'entreprise, alors c'est quoi votre éthique, alors comment vous êtes organisé. Voilà. Au-delà du salaire et des vacances, c'est peut-être la deuxième question que vous posez, ça c'est un autre sujet. Et deux, la confiance à l'extérieur, la confiance vers le marché, la confiance vers vos clients, vers vos partenaires, vos prestataires, vos actionnaires. Voilà. Et ça, vous êtes en première ligne. Et si on dit le contraire, c'est qu'il y a un problème de culture. Et ça... Un mot, en fait, un conseil pratico-pratique. Donc, l'AMRAE avait réfléchi et sorti un ouvrage sur le risque juridique avec l'aide du professeur Didier Ferrier. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Donc, mais qui est un peu ancien, qui a quelques années, mais en tout cas dans lequel on voit la méthodologie de l'approche par les risques. Et le deuxième conseil, c'est que l'IFA, donc l'Institut français des administrateurs, est en train de mettre à jour les bonnes pratiques du comité d'audit. Alors, ces bonnes pratiques s'adressent essentiellement aux sociétés cotées, mais c'est une mine, en fait, qui doit être adaptée en fonction de la taille de l'entreprise, naturellement, mais qui donne le niveau d'information à fournir à un comité d'audit qui veut pleinement jouer son rôle et assumer ses responsabilités. Et je vous conseille de regarder ce document. Bien. Je ne sais pas si vous avez des questions pour terminer. Oui. Tout à l'heure, vous parliez simplement d'outils en matière de compliance. Vous pensiez à quoi plus précisément? Le marteau, l'enclume, la pince à pipe, des outils technologiques en fait. Alors il y a plusieurs canaux possibles, encore une fois. Je reviens à mon exemple de cinéma Valais. Vous pouvez mettre en place la boîte que vous allez mettre dans le bureau de la DRH. Je suis pas sûr que ce soit efficace. Vous allez pouvoir mettre en place une boîte mail, vous pouvez mettre en place un serveur vocal, vous allez pouvoir mettre en place une plateforme. Cette plateforme, vous allez pouvoir l'anonymiser, vous allez pouvoir assurer une traçabilité, une confidentialité, etc. Ça, c'est pour l'exemple la dimension LR. Quand on parle d'outils, effectivement, c'est des outils digitales, c'est des outils logiciels, sous forme de logiciels spécialisés ou de plateformes qui permettent d'intégrer pas mal de choses. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est le moteur qui va vous permettre d'optimiser la gestion de vos risques, gagner du temps, éviter le risque d'erreur et, encore une fois, générer du ROI aussi. Parce que tout ce temps que vous économisez, que vous faites économiser avec votre entreprise, c'est du budget que vous allez pouvoir réallouer pour embaucher des équipes, pour pouvoir vous utiliser encore plus, etc. Au-delà de la simple mise en conformité, ça c'est le premier niveau de réponse. Mais avant de parler d'outils, j'aurais une peur, c'est un peu, je radote un peu, c'est de dire, faut partir du début. C'est quoi la cartographie de vos risques? C'est quoi la cartographie de vos risques de votre organisation? Il faut former vos équipes, former vos dirigeantes et vos dirigeants. Excusez-moi, je vais me faire punir. Former vos dirigeantes et vos dirigeants à la culture du risque, à la culture de la compliance et à une bonne gouvernance pour arriver à un moment donné à une maturité. On parlait avec Harvey tout à l'heure. Quand vous en êtes là, vous allez vous penser à des outils. Et il ne faut pas, si on parlait en interne, on fait des choses bien. Oui, moi je le partage. On ne va pas aller voir des organisations qui sont parties quasiment de rien avec un tableur Excel dans un coin avec leur récit qui les a aidés à monter un truc. Si l'organisation sont ça depuis des années que ça fonctionne bien, nous on va peut-être vous aider à le moderniser, à l'interfacer avec un API, etc. pour que ce soit intégré avec d'autres produits. Si vous avez pris des solutions sur le marché qui fonctionnent très bien, on ne va pas venir vous voir en vous disant mais attendez, laissez tomber, tout le monde est les meilleurs et changez tout. Non. Aujourd'hui, encore une fois, ça aussi, ça a évolué sur le marché. Vous ne pouvez pas travailler avec des professionnels qui ne vont pas vouloir être agiles avec vous, qui ne vont pas vouloir intégrer votre besoin, vos connaissances, etc. Parce qu'en interne, oui, il y a des connaissances, il y a de l'expertise, etc. Parce que si on est dans l'entreprise, on est plus à même de la comprendre et donc de savoir ce que Merci Anne, Hervé, Olivier, merci à vous.